Bonsoir à tous et bienvenue pour notre premier résumé du week-end. Rendez-vous du côté des îles Canaries pour la deuxième épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge millésime 2012, une épreuve basée à Gran Canaria. C'est la troisième plus grande île de l'archipel espagnol. Au programme ce vendredi et ce samedi, 15 spéciales sur asphalte pour un total de 241 km de secteur chronométré. Il y aura 760 km en tout à parcourir avec une zone d'assistance installée à Las Palmas de Gran Canaria. Un parcours sinueux avec surtout beaucoup de dénivelé. Autrement dit, on aura besoin de puissance dans les montées et aussi de savoir ménager ses freins dans les longues portions en descente, le tout sur un asphalte très abrasif. Bref, il faudra aussi savoir gérer les pneumatiques. Au niveau du championnat, après la première épreuve qui s'était disputée aux Açores, logiquement c'est le vainqueur Andreas Mikkelsen qui précède Juho Hänninen et Brian Bouffier, sauf que le Finlandais et le Français n'ont pas fait le déplacement en terre espagnole. Autrement dit, Andreas Mikkelsen a déjà l'opportunité de creuser l'écart sur ses deux principaux rivaux. Au niveau du classement des constructeurs, Skoda est largement déjà en avance sur Peugeot. Jan Kopecky fait sa première apparition cette saison en IRC avec un nouveau copilote en la personne de Pavel Dressler. Il avait terminé deuxième l'an passé, battu par Juho Hänninen, une défaite qui lui était restée plutôt en travers de la gorge. Ces 2 dernières années, j'ai été plutôt rapide ici. L'an dernier, j'ai juste commis une toute petite erreur de note. J'ai perdu la première place et peut-être même le titre pour 1 seconde 5. Je pense qu'Andreas sera très rapide. Il a beaucoup progressé durant l'année passée sur l'asphalte. Il est très motivé depuis sa victoire aux Açores où il a clairement gagné. Et donc ça sera un rival très dangereux. Le champion en titre Andreas Mikkelsen a donc remporté son duel face à Juho Hänninen aux Açores et il s'est donc assuré d'une 3e victoire consécutive après l'Écosse et Chypre en fin de saison 2011, mais il n'a encore jamais gagné une épreuve sur asphalte. Je pense que ça fait 4 ou 5 mois que je n'ai pas roulé sur asphalte en débutant ce rallye. Il va falloir que je m'adapte. On a quand même fait une bonne séance d'essai, je me sens confiant et j'espère qu'on pourra attaquer dès le départ. Autre duel à suivre, celui entre les deux jeunes Allemands, Sepp Fekant et Hermann Gassner Junior, qu'on avait suivi aux Açores. Fekant, 21 ans, a débuté le rallye en 2010 et il a remporté sa première passe d'armes face à Gassner en terminant 4e lors du rallye des Açores. Hermann Gassner Junior, lui le plus jeune champion d'Allemagne des rallyes, a terminé 5e, mais il faudra également se méfier pour les deux jeunes Allemands des pilotes locaux. Qui est d'après vous votre principal adversaire? Honnêtement c'est Fekant, évidemment il vient d'Allemagne lui aussi, mais il faudra se méfier des pilotes espagnols et il faudra vraiment garder un œil sur eux. Et le premier des pilotes locaux, c'est carrément l'organisateur de cette épreuve, Luis Monzon, champion d'Espagne en 2001. Il connaît les routes comme le fond de sa poche, mais il a passé ses 2 dernières saisons sur les circuits à rouler en Lamborghini. C'est très compliqué de rouler vite ici pour les pilotes qui ne vivent pas dans le coin. Pour moi, c'est plus facile et j'aimerais bien monter sur le podium, mais ça ne sera pas évident d'y parvenir, c'est sûr. L'équipe Dream Team Ukraine présente avec ses 2 Ford Fiesta, dont celle du quadruple champion d'Ukraine, Alexander Saliuk, qui avait fini 7e aux Açores et qui espère encore collecter quelques points. On va voir le parcours de cette première étape avec 9 spéciales, 139 km 400 de secteur chronométré. Il y aura près de 450 km en tout à parcourir pour les équipages lors de cette journée de vendredi. Mais avant vendredi, il y a la photo de famille et la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée jeudi soir. Et on se retrouve donc un petit peu avant 8h à Gouya pour la première spéciale de ce rallye, 8 km 300 à parcourir. Une longue portion en montée et là il va falloir beaucoup de puissance moteur dans ce domaine, c'est vrai. Le moteur de la Skoda est sans doute le meilleur. C'est Andreas Mikkelsen qui ouvre la route
Et c'est lui qui va donc réaliser la première référence en 4 minutes 19 secondes et 3 dixièmes. Intéressante confrontation entre Andreas Mikkelsen, champion de la saison 2011, et Jan Kopecky, spécialiste chez Skoda de l'asphalte, qui a remporté 2 épreuves sur asphalte dans sa carrière en IRC, mais qui va réaliser le deuxième temps dans cette première spéciale, seulement 2 dixièmes de Mikkelsen. Début prudent pour un autre pilote Skoda, celui qui vient d'Allemagne, Sepp Fekant. Début prudent, 6e temps à 8 secondes de l'homme le plus rapide, 8 secondes en 8 km. C'est quand même beaucoup moins bien que Andreas Mikkelsen pour Sepp Fekant. Et du coup, on va voir que Hermann Gassner Jr. va profiter du début un petit peu mou de son compatriote pour prendre d'entrée de jeu l'avantage avec même un petit peu d'avance. Hermann Gassner réalise le 4e temps à 5 secondes 3. Autrement dit, il prend déjà un petit peu plus de 2 secondes 7 d'avance sur son compatriote. Un homme est particulièrement redoutable sur l'asphalte en Espagne. Il s'appelle Alberto Evia. On l'a déjà vu en IRC à 2 multiples reprises. C'est lui qui va réaliser le meilleur chrono des pilotes ibériques. 3e à 4 secondes 4 de Andreas Mikkelsen. Il avait été sacré champion des rallyes en 2010 en Espagne avec une Skoda. Evia qui prend donc la 3e place devant Gassner et Fekant. On s'attaque directement à la spéciale numéro 2, la plus longue du rallye, 24 km 670 à parcourir pour ce secteur de Arte Rena. On va en découvrir le profil, une spéciale extrêmement sinueuse avec, bien vous le voyez, hein, de véritables montagnes russes. On monte et on descend, on ne va faire que cela. Et Andreas Mikkelsen va poursuivre sa belle entame de rallye en s'offrant sa 2e victoire de spéciale sur ce 2e secteur. Il va donc évidemment conforter sa place de leader, même si le pilote norvégien a été obligé de réduire un petit peu l'allure en fin de secteur pour préserver les freins de sa Skoda. Jan Kopecky s'incline donc de nouveau dans cette spéciale. Il concède cette fois 2 secondes 3 par rapport à son rival. Il se retrouve donc à 2 secondes 5 au classement général. Sepp Fekant reste sur la défensive. Il réalise le 5e temps à 21 secondes 7 de Mikkelsen. On est donc toujours sur une base d'à peu près 1 seconde au kilomètre. C'est beaucoup. Et puis surtout, il va perdre encore du temps par rapport à Hermann Gassner Jr. Il perd plus de 2 secondes par rapport à son rival direct. Mauvaise nouvelle pour Ricardo Moura, que l'on avait vu terminer avec sa Mitsubishi au 6e rang aux Açores. Eh bien, il va réaliser le 9e temps dans la première spéciale, et puis ensuite le Portugais va être immobilisé. Problème de turbo cassé tout simplement pour la Mitsubishi de Ricardo Moura. Alexander Saliuk, lui aussi va être victime de sa mécanique. Dans une moindre mesure, la Fiesta est privée de motricité sur le train arrière. Autrement dit, Saliuk étant de roues motrices, il peut tout de même poursuivre et même terminer cette spéciale. Il va perdre 50 secondes sur le vainqueur de ce secteur. L'objectif, c'est évidemment de retourner jusqu'à l'assistance pour voir si c'est réparable. 5e temps dans la première spéciale, on l'a dit, pour Luis Monzon, qui fait encore mieux dans le secteur suivant avec le 3e chrono à 16 secondes 1 de Mikkelsen. Il prend la 3e place du classement général. Il passe devant son compatriote Alberto Evia, un petit peu en retrait dans cette spéciale. Alberto Evia qui rétrograde donc de la 3e à la 6e place. Il est passé par Monzon et aussi par les 2 pilotes allemands, Gassner et Fekant. On se prépare du côté des spectateurs à suivre la spéciale numéro 3 à Tejeda. 14 km 310 à parcourir. Avec une longue portion de montée pour débuter. Et aussi pour finir, Andreas Mikkelsen va faire le coup du chapeau durant cette matinée en remportant sa 3e spéciale consécutive sur 3. Pour le moment, le Norvégien, champion en titre de l'IRC, s'avère intouchable.
Jan Kopecky s'incline une fois de plus, mais son rythme commence à se rapprocher de celui du Norvégien. Il ne concède qu'une seconde dans ce secteur et au final, rien de grave au classement général puisque les deux leaders ne sont séparés que de 3 secondes et 6 dixièmes. Pour Alexander Saliuk, les problèmes de transmission vont s'aggraver et prendre même une tournure définitive dans cette spéciale numéro 3. L'Ukrainien et sa Ford Fiesta S2000 sont obligés de jeter l'éponge avant même la fin de cette spéciale numéro 3. Luis Monzon avait réalisé le troisième temps dans le secteur précédent. Et bien il réédite sa performance en signant un chrono à 9 secondes de Andreas Mikkelsen. Il va conforter sa troisième place au général pour disposer désormais de 6 secondes 5 d'avance sur Hermann Gassner Jr. On va assister en fait à un autre duel entre un Espagnol et un Allemand, cette fois pour la 5e place entre Alberto Evia et Sepp Fekant. Evia qui réalise le 5e temps de la spéciale et qui passe devant Sepp Fekant. Une place de gagner donc pour l'Espagnol qui se retrouve 5e. Et on retrouve Andreas Mikkelsen qui revient à l'assistance. Premier passage à l'assistance avec 3 secondes 6 d'avance sur Jan Kopecky. Pour le moment on est à 95%, je garde ces 5 derniers pourcents au cas où. Je ne veux pas prendre trop de risques si tôt dans le rallye, j'en garde pour un peu plus tard. D'après ce que j'ai entendu, ça veut dire que nous on doit être à 90% et qu'on garde 10% de marge. On va voir ce qui se donnera dans la prochaine boucle. J'adore rouler vite et je suis tout le temps à l'attaque, nous dit Luis Monzon. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais de toute façon je vais continuer à attaquer jusqu'à l'arrivée. Luis Monzon qui est la surprise de la matinée, 3e du classement général, même si on n'est pas tout à fait dans la même catégorie. 31 secondes de retard sur Andreas Mikkelsen. Monzon va jouer dans la catégorie des Hermann Gassner Jr., des Alberto Evia et des Sepp Fekant respectivement, 3e, 4e, donc 5e et 6e. Ensuite on a Jonathan Perez, Juan Vignes, Tamrasov et Anjou Stegui. On marque une pause et on revient très vite aux Canaries. Produit au Japon. Yokohama, votre pneu. Retour aux Canaries pour la suite de notre résumé consacré à la première étape du rallye des Canaries, deuxième rallye de la saison intercontinentale Rallye Challenge. On s'intéresse maintenant à la spéciale numéro 4. C'est un deuxième passage dans le secteur de Gouya. Encore un peu plus de 8 km à parcourir pour la première des 3 boucles de cet après-midi avec toujours le même profil, une très longue montée pour cette spéciale de Gouya. Et on va retrouver Jan Kopecky qui, après avoir subi la domination de son rival durant les 3 premières spéciales, améliore son chrono d'un peu plus de 2 secondes dans ce secteur, et ça suffit à Jan Kopecky pour remporter la spéciale et reprendre 1 seconde 5 à Andreas Mikkelsen, mais Mikkelsen reste en tête. Derrière le duo de tête, c'est Alberto Evia qui est crédité du 3e temps. À 3 secondes 5 de Kopecky, il se rapproche de la 4e position occupée par Hermann Gassner. Voilà le classement après la spéciale numéro 4 et Gassner donc en 4e position et qui voit maintenant revenir sur ses talons Alberto Evia. On va évidemment repasser dans ce secteur de Arter-Nara pour le compte de la spéciale numéro 5. Encore 24 km 670 à parcourir. On est en tout début d'après-midi. Le départ de la spéciale sera donné à 12h35. C'est important parce qu'évidemment les conditions d'évolution dans cette spéciale sont différentes par rapport au matin où on était passé très tôt avec des températures beaucoup plus fraîches. Le retour en forme de Jan Kopecky se poursuit et pour se faire une idée plus concrète, on va vous proposer de repasser par notre système de simulcam que l'on avait retrouvé lors du rallye des Açores. Alors pour faire la différence, le toit noir c'est celui de Jan Kopecky, le toit avec le drapeau britannique, l'Union Jack, c'est celui de Andreas Mikkelsen, même si sur ce plan c'est vrai qu'on ne voit pas trop le toit. Bref, Kopecky est devant.
Allez, Alberto Evia ici, qui poursuit son duel avec Sepp Fekand, mais Alberto Evia, comme lors du passage matinal, va perdre du temps dans ce secteur avec une Skoda qui est affectée par un gros sous-virage, et Evia qui doit se contenter du 6e temps, et il va perdre du terrain par rapport à Sepp Fekand. Sepp Fekand qui profite parfaitement de l'occasion, l'Allemand qui est 7 secondes 6 plus rapide que Evia dans ce secteur, et donc Fekand reprend la 5e place. On retrouve ici Hermann Gassner parce que lui il est à la lutte avec Luis Monzon, mais cette fois pour la 3e place. Et on va repasser par notre système de simulcam, mais cette fois ça sera beaucoup plus facile. La Peugeot c'est celle de Monzon, la Skoda c'est celle de Gassner, et là ce que l'on voit, eh bien, c'est que les deux hommes à quelques centimètres près font quasiment jeu égal. Et après la spéciale numéro 5, le duel devant 1 seconde 6 entre Mikkelsen et Kopecky, derrière allez 6 secondes à tout casser entre les 3e et 4e places de Monzon et de Gassner. On continue avec donc cette spéciale numéro 6, 2e passage à Tejeda, et donc toujours un secteur extrêmement technique à parcourir. Spécial magnifique, un tracé pour ceux qui connaissent autour du Roque Nublo, cette montagne monumentale. Et donc Andreas Mikkelsen aborde ce secteur avec une avance qui s'est réduite à 1 seconde 6. Autrement dit, le Norvégien est obligé d'attaquer de nouveau, et il va améliorer son chrono de la matinée de plus de 5 secondes. Visiblement, la marge de manœuvre de Andreas Mikkelsen est plus importante que celle dont dispose Jan Kopecky. Malgré ses efforts, le Tchèque s'incline. Il perd 3 secondes 5 dans ce secteur, soit près du double de ce qu'il était parvenu à gagner lors des 2 précédentes spéciales. Après s'être emparé de la 5e place aux dépens de Evia, Fekand a pour objectif de se rapprocher de Gassner et pourquoi pas d'aller jouer une place sur le podium, mais c'est à ce moment-là que la Skoda du pilote allemand est affectée par un manque de puissance moteur. Il va devoir se contenter du 6e temps et attendre le passage à l'assistance. Et du coup, Hermann Gassner Jr. en profite, il réalise le 4e chrono, il va conforter sa 4e place pour se retrouver avec 17 secondes d'avance sur Sepp Fekand. Autrement dit, il a l'esprit libre pour poursuivre son duel face à Luis Monzon pour la 3e place. Un mot également de Jonathan Perez, qui a été vice-champion d'Espagne des rallyes asphalte en 2011, qui occupe la 7e place du général, mais qui est un petit peu décroché par rapport au groupe de poursuivants, puisqu'il est à 2 minutes de la tête de course. Mais le plus impressionnant des Ibériques sur ce début d'épreuve, ça reste Luis Monzon. Ces 2 ans d'absence par rapport au rallye ne pèsent absolument rien. Il réalise de nouveau le 3e temps, et en toute logique il est 3e du général. Et puis enfin, le dernier représentant de l'équipe Dream Team Ukraine, Oleksiy Tamrasov, entre dans le top 8 à l'issue de cette spéciale. Et après, spécial numéro 6, retour à l'assistance avec un Andreas Mikkelsen qui a retrouvé un petit peu de marge de manœuvre au niveau du classement général. Il a attaqué très fort, il a fallu augmenter l'allure. Je ne voulais pas le laisser se rapprocher davantage, donc j'ai beaucoup attaqué dans la dernière spéciale. Ça glissait un petit peu trop à mon goût dans la dernière spéciale de cette 2e boucle. Dans ces voitures qui n'ont pas de turbo, on perd vraiment beaucoup de temps dès que ça glisse un peu. Et puis soulagement pour Sepp Fekand, puisque son équipe a trouvé l'origine de la perte de puissance. C'est un problème de capteur installé sur le vilebrequin qui était défectueux. Et ce capteur et ce vilebrequin en fait ont été changés avant de négocier les 3 dernières spéciales de la journée. On fait le point au classement général. 5 secondes 1 d'écart entre Mikkelsen et Kopecky. Derrière, la bagarre pour
les places sur le podium, donc entre Luis Monzon et Hermann Gassner, suivi de Seb Fécamp et de Alberto Evia. On marque une pause, il reste 45 km de spécial à négocier dans cette première étape du rallye des Canaries. Reste 3 spéciales à négocier pour le compte de la première étape du rallye des Canaries, deuxième manche de l'Intercontinental Rally Challenge 2012. Mais avant de nous intéresser à ce qui s'est passé aux avant-postes dans ces 3 dernières spéciales, je vous propose de faire un petit tour dans les autres catégories, notamment en catégorie production, avec donc l'abandon pour Ricardo Moura, turbo cassé. C'est très décevant. On avait fait un gros effort pour être présent sur cette deuxième épreuve. On est arrivé en tant que leader de la catégorie Groupe N et malheureusement, on ne pourra pas ramener des points de cette épreuve. Et du coup, l'abandon de Ricardo Moura laissait la voie ouverte à José Luis Barrios, qui à son tour a été obligé d'abandonner. Un problème de frein sur sa Subaru Impreza. C'est une autre Subaru Impreza qui s'est retrouvée à la lutte pour la première place en catégorie production, celle de Marco Tempestini, l'Italien qui roule depuis des décennies et qui finalement va terminer cette première étape en deuxième position à la bagarre avec Robert Consani, le Français, avec une Renault Mégane RS, donc une 2 roues motrices, et qui a parfaitement tiré son épingle du jeu. Tempestini et Consani se sont échangés à 3 reprises la première place de la catégorie des voitures de production durant cette première étape, et c'est le Français qui a terminé devant et qui termine aussi en 5e position de la catégorie des 2 roues motrices, parce que ça arrive régulièrement sur les épreuves asphalte, les 2 roues motrices peuvent aller plus vite que les 4 roues motrices sur l'asphalte. Et vous entendez peut-être la voix également de Nicolas Klinger, notre ancien consultant sur le Monte Carlo, qui fait donc équipe avec Robert Consani. Andrel Marrero, lui, occupe la 3e place de la catégorie des 2 roues motrices avec sa Honda Civic Type R. Mais devant, aux 2 premières places, ce sont 2 Suzuki Swift, celle de Gorka Anchustegui qui possède 36 secondes d'avance sur Andrel Marrero. Anchustegui qui a remporté 3 spéciales aujourd'hui et qui va terminer cette première étape avec un retard d'un petit peu moins de 20 secondes sur le leader. Et le leader, c'est Juanes Vignes qui va terminer cette première journée en tête de sa catégorie. Et surtout qui va terminer cette première journée à la 7e position du classement général. Belle performance donc de l'Espagnol au volant de sa Suzuki Swift. On revient donc maintenant à la 7e spéciale, le secteur de Ingenio, un peu plus de 21 km à parcourir. En fait, cette fin de journée, ce sont 3 nouvelles spéciales que les concurrents vont devoir négocier pour un total de 45 km de secteur chronométré. Et donc ce secteur de Ingenio, avec cette fois, vous l'avez aperçu, une longue portion de descente pour terminer. Et c'est parfois plus difficile à vivre pour les autos de descendre que de monter. On va notamment le voir pour certains. Et Andreas Mikkelsen qui va se faire une énorme frayeur dans cette spéciale numéro 7. Je ne sais pas si on aura l'image, visiblement on l'a pas. En tout cas, la bonne étoile était du côté d'Andreas Mikkelsen, qui ne va perdre que 1,5 seconde par rapport à Jan Kopecky. Kopecky qui est parvenu à mettre la pression sur Andreas Mikkelsen, à le pousser à la faute. Il a vraiment fallu un petit miracle. On vous proposera les images demain. Mais qui n'a pas réussi à prendre la première place à l'issue de cette spéciale numéro 7. Ça va venir un peu plus tard, autant vous le dire tout de suite. Seb Fécamp, lui, va également se faire une belle frayeur dans cette spéciale numéro 7, mais il va conserver sa 5e place au général. Cette épingle qui visiblement a donné pas mal de difficultés aux différents concurrents. On a vu Seb Fécamp taper, on a vu Alberto Evia ici qui touche lui aussi. Et malheureusement, Alberto Evia va abandonner entre les spéciales 7 et 8. Il était 6e du classement général. Problème de surchauffe pour l'Espagnol qui va abandonner. On enchaîne avec la spéciale numéro 8. Encore un long secteur, même si ça n'était pas le plus long de la journée. Cette fois,
un peu plus de 22 km à parcourir. Et encore une fois, on ne va faire quasiment que descendre dans cette spéciale. 2 secteurs consécutifs avec beaucoup de descentes et il faut savoir gérer dans ces cas-là. Luis Monzon, lui, a l'habitude, il va de nouveau réaliser le 3e temps. C'est déjà la 6e fois en 8 spéciales qu'il est crédité du 3e temps. Et donc en toute logique, Luis Monzon conserve sa 3e place au classement général. Andreas Mikkelsen, un petit peu échaudé par sa frayeur de la spéciale précédente, ne réalise que le 2e temps, mais il ne perd pas grand chose encore une fois. 2 secondes 5 de perdu par rapport à Jan Kopecky. Le Tchèque signe sa 4e victoire de spéciale durant cette journée. Il va même enchaîner avec une 5e victoire de spéciale lors de la super spéciale, le dernier secteur qui fait un tout petit peu plus d'1,5 km, qui est remporté par Jan Kopecky. En fait, Andreas Mikkelsen a fait exprès de ralentir un petit peu pour laisser passer Jan Kopecky, de manière à ce que ce soit le Tchèque qui ouvre la route le lendemain. Vous allez me dire, sur une spéciale sur asphalte, ça ne change pas grand chose, certes au niveau de l'état de la spéciale, mais au moins Mikkelsen aura les temps intermédiaires. Voilà, on ne voulait pas ouvrir la route demain, on a lâché un petit peu la pression, on préfère être le chasseur que le chassé. Bon, c'est sa décision, voilà, il faut faire avec. On voit la différence, peut-être que c'est une bonne tactique, peut-être que ça ne l'est pas, on verra demain soir. Demain il y aura 6 spéciales à négocier pour un total de 312 km à parcourir, et on verra donc si la tactique d'Andreas Mikkelsen est la bonne. À demain.